Loïc Quentin, bonjour. Bonjour Olivier Marin. Président de la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier. Alors avec vous, eh bien, comme le veut la tradition, 2 fois par an, on va dresser un tour d'horizon de l'actualité du marché, des marchés. Il y a des marchés à plusieurs vitesses, mais aussi évoquer les conditions d'emprunt, bien sûr les perspectives 2026 pour l'immobilier, et puis parler de la politique du logement. Il y a beaucoup de sujets qu'on va aborder ensemble. Tout d'abord, le bilan de l'année 2025, 940 000 ventes. Donc au niveau des transactions, c'est bien reparti, ça s'est redressé. Il était temps. Il était temps, le marché s'est exprimé, je dirais, tout au long de 2025, conforme à ce qu'on avait annoncé. On avait annoncé 950 000 transactions. Le dernier chiffre est tombé, 945 000 actes réellement signés à fin décembre 2025. Donc 11%, 11 à 12% de transactions en plus, en volume. Et cette tendance va se poursuivre, selon nos prévisions, encore jusqu'en 2026. C'est je dirais, un encouragement, un marché qui a repris des couleurs après tant d'années, je dirais, de décélération et d'insuffisance. Donc un élan, on va l'évoquer peut-être tout à l'heure. L'élan, vous pensez qu'il va se perpétuer, qu'il va durer, en tout cas sur l'année 2026. Il peut y avoir des freins. On va voir notamment l'évolution des prix de l'immobilier parce qu'on a eu une légère progression, mais c'est une tendance. Une moyenne au niveau national, plus 0,8%. Oui, c'est rien. Je dirais que les 0,8% correspondent strictement à l'inflation. Un marché de l'immobilier est un marché comme les autres produits, évolue au rythme d'une inflation ou de la progression de l'indice des prix. Donc ce marché, il a retrouvé de la stabilité. En même temps, il a retrouvé un taux de rotation d'équilibre qu'on n'avait pas connu depuis un moment. Et les Français ont enfin gagné un peu de pouvoir d'achat en 2025. Donc voilà des signes, je dirais, prometteurs d'une reprise, d'un effet de rattrapage et d'un léger redémarrage. On va aborder maintenant le marché du crédit et notamment les conditions d'emprunt avec des taux d'intérêt qui sont de véritables leviers pour l'activité. On se souvient qu'entre 2022 et 2023, nous étions passés de taux qui étaient historiquement bas de 1% à 4% et ça avait littéralement bloqué, on va dire, l'activité. Là, en 2025, baisse des taux, relative stabilité autour de 3%. Ça a été vraiment une dynamique pour le marché. C'était un véritable effet de levier puisque la Banque centrale européenne a permis et a décidé de 8 baisses successives de son taux de référence, le taux de la Banque centrale européenne, et qui ont redonné du pouvoir d'achat aux ménages. Alors, il est vrai que pendant ce temps-là, la dette de l'État n'a cessé d'augmenter. Nous la connaissons tous, c'est l'État français. On a vu les obligations, le taux des OAT monter dans cet instant. J'ai entendu tous les commentaires en disant, voilà, ça va une répercussion directe sur les taux des prêts consentis aux ménages. Non, c'est pas vrai. L'histoire nous montre, quand on regarde à travers des expériences Espagne et Italie, vous voyez, les taux des crédits immobiliers n'ont pas augmenté, ont été corrélés dans tous les pays au taux de la Banque centrale européenne. Lorsque les taux souverains des pays concernés, vous voyez, étaient en augmentation en 2012 avec l'Espagne et l'Italie qui payaient jusqu'à 6,5% la dette qu'ils avaient contractée pour pouvoir ajuster leur budget. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous permet de dire aujourd'hui, même si à moyen terme, il y aurait un risque systémique d'augmenter les taux des prêts consentis aux ménages, mais aujourd'hui, c'est un fait historique. L'État français paye plus cher l'argent que ne le payent les ménages français. Ouais. Alors, sur les ménages français, les primo-accédants sont revenus sur le marché. On l'a vu grâce notamment aux prêts à taux zéro dans le neuf, surtout dans le neuf, et puis un petit peu dans l'ancien, ça a boosté. Oui, il y avait le premier démarrage, le premier semestre dans l'ancien, ouais. et notamment sur le prêt à taux zéro qui était conditionné par des travaux qui lui-même rendaient éligible à MaPrimeRénov'. Suspension de MaPrimeRénov', patatrac, beaucoup de projets sont laissés de côté, particulièrement dans des zones rurales avec des produits maisons individuelles qui étaient éligibles notamment au prêt à taux zéro. Mais ce que l'on constate, c'est que même s'il y a aujourd'hui 52% des crédits concernaient des primo-accédants, mais ce ne sont pas forcément des gens qui sont en difficulté avec un pouvoir d'achat qui ne serait pas représenté. On constate qu'aujourd'hui, au contraire, il y a un appauvrissement parmi les revenus, les ménages les plus faibles, les ressources inférieures à 30 000 euros. On passe de 14,4 à 10,6%. Les ménages également de 30 000 à 50 000 euros voient leur part descendre, alors que les revenus supérieurs à 50 000 progressent. C'est ce qui nous permet de dire une chose que nous avions déjà annoncée, c'est qu'il y a une paupérisation et un appauvrissement de l'accession à la propriété en France qui oblige à avoir que les politiques publiques s'en saisissent, parce qu'on a un appauvrissement et du nombre de propriétaires. On est passé, rappelons-le, de 57,8% de propriétaires à 57%. Et quand on n'est pas propriétaire, on reste locataire. Et quand le marché locatif est en crise, on accentue la crise et ses effets. Avec des durées d'emprunt qui s'allongent de Qui plus en s'allongent, plus. oui, c'est incroyable. Aujourd'hui, on arrive avec 23,4 ans, années,
la durée moyenne d'emprunt des ménages français. C'est-à-dire que beaucoup sont au taquet à 25 ans, le nombre d'années maximales fixé par le HCSF, ce qui nous amène à dire que si on veut redonner un peu de profondeur, je dirais, au pouvoir d'achat des ménages français face à leur parcours résidentiel, quand on a une espérance de vie qui s'allonge, on peut aussi se dire qu'on pourra avoir une durée de prêt qui augmente aussi peut-être d'1 an ou 2 ans, et éviter, notamment, suspendre au moins un titre temporaire, les normes du HCSF qui sont trop contraignantes pour le crédit en France. Les taux d'intérêt qui remontent quand même progressivement. On était à 3,06% au meilleur de l'année en juin dernier, 3,17 fin d'année, le fait que les banques augmentent un petit peu. Non, vous pensez que ça va rester progressif. Ça va rester progressif. Ça reste un produit d'appel. Plus que jamais, les banques se livrent aussi une concurrence. On sait que le prêt immobilier est véritablement... voilà. Oui, puis il y a un effet de rattrapage de marge pour certains établissements financiers. Voilà, quand le marché repart, on ajuste aussi ses conditions de financement à la hausse. C'est normal. On va voir justement 5 chiffres clés à retenir. Oui. Voilà, on va voir le slide suivant. Alors, commentaire. Alors, l'année s'est caractérisée par quoi? C'est vrai que 11% des ventes de logements anciens, c'est quand même, je dirais, une progression très forte. On avait pourtant vu une chute de 33% en l'espace de 3 ans. 0,8%, c'est l'augmentation moyenne de l'immobilier France entière. 3,12, le taux moyen des crédits. Le gain de pouvoir d'achat immobilier, on gagne 3% pour les Français et on gagne des mètres carrés en plus, notamment par la baisse des taux. Et enfin, ce qui est caractéristique de dire, c'est que, en particulier, on a toujours reste collé avec 870 000 logements F ou G dans le parc locatif qui sont indécents et impropres à la location et qui seraient frappés d'interdiction pour tous au plus tard le 1er janvier 2027. Et on va évidemment l'évoquer, on va aborder la politique du logement. Alors vous étiez avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, le ministre du Logement Vincent Jeanbrun, la semaine dernière dans un déplacement à Rosny-sous-Bois pour l'annonce de relance logement, des annonces pour redynamiser un secteur qui en a besoin de produire plus de logements, notamment du logement abordable. Et parmi les outils, l'annonce d'un dispositif d'investissement locatif, donc avec un principe, acheter notamment un logement neuf ou ancien avec 30% de travaux, le mettre en location pendant 9 ans, au moins 9 ans, partout sur l'ensemble du territoire, en contrepartie des avantages fiscaux. Je dirais que c'est une première pierre à un édifice et un plus long parcours. Mais enfin, ce qu'il faut saluer, c'est enfin on change de discours. Vous avez entendu mettre notamment souvent attirer l'attention du président de la République sur l'absence de mesures et d'accompagnement pour le logement. J'ai dit également au Premier ministre que nous, en tant que fédération, on n'acceptait pas que le secteur du logement soit traité en ces termes. Le logement, c'est de la surdépense publique pour de l'inefficacité collective, avait déclaré Emmanuel Macron en mai 2023 sur un journal. Donc aujourd'hui, c'est un changement de position, une prise de conscience que le logement, tous les Français, tous les secteurs, que ce soit le locatif social, le locatif privé, l'accession à la propriété, tous les secteurs, manquent, je dirais, et souffrent d'un déséquilibre profond et ont besoin de mesures immédiates. C'est une première pierre. Nous ne sommes pas satisfaits de tout le dispositif. Mais il fallait au moins un signal. Et je crois que ce plan logement a pu se réaliser dans le cadre du projet de loi de finances à partir des seuls amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Donc c'est un puzzle qui s'est emboîté, mais au moins avec une stratégie forte, 2 stratégies fortes, un plan d'ambition pour pouvoir construire plus et également introduire une notion d'amortissement dans la trajectoire et l'investissement locatif. Même si c'est insuffisant, c'est je dirais, une marque de confiance et un signal d'espoir adressé aux Français. Et c'est ça qui est important. Et c'est reconnaître l'investisseur privé comme un producteur de logement qui permet, en plaçant son argent dans un bien qu'il met en location, de loger des familles, de loger des étudiants. Donc ça, psychologiquement aussi, c'est important. C'est très important. Et rompre avec ce discours, l'immobilier, c'est de la rente. Oui. Voilà, on a trop entendu ce dialogue et cette doctrine qui n'est plus du tout supportable dans ce pays quand beaucoup de personnes souffrent du mal logement et souffrent notamment et ont grande difficulté à trouver un logement sur tous les aspects, qu'on soit locataire ou propriétaire. Alors, il est encore un peu tôt, bien sûr, pour mesurer l'impact et la réussite ou non de ce dispositif. La plupart des professionnels le saluent, justement, le fait que ça va dans la bonne direction. Certaines voix s'élèvent pour dire qu'il est dommage que la maison individuelle dans le neuf soit exclue du dispositif. D'autres disent que ça peut avoir un effet inflationniste sur les logements, ou certains disent c'est dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de louer à des parents ou des enfants. Quels sont pour vous les freins ou les pistes d'amélioration? Je crois que le dispositif, il est largement amendable et il va être amendé. Bon. Mais simplement, je dirais qu'aujourd'hui,
La loi de finances n'est que la traduction des seules dispositions adoptées, et quand on a vu le parcours du statut du bailleur privé, entre les allers-retours, la commission mixte paritaire, le Sénat, les amendements, les propositions, etc., je dirais que c'est la compilation de mesures peut-être insuffisantes, mais au moins, je dirais le signal important, il fallait sauver le neuf qui est à l'agonie, et au moins ce dispositif déjà va permettre de relancer le bâtiment. L'ancien souffre beaucoup moins, a besoin de soutien, mais croyez bien que la FNIM va s'engager maintenant à faire bouger les choses pour amender et améliorer le texte. Et il faudra de la confiance pour que ce soit un succès en tout cas. Il faut de la confiance. Je dirais qu'il faut de la stabilité pour pouvoir faire bouger les choses. C'est qu'on ne peut pas se suffire aujourd'hui d'avoir une valse des ministres successifs. Comme je l'ai dit, les ministres du logement se suivent, mais les dossiers ne se transmettent pas. Moi, on veut de la stabilité, de la longévité au ministre du logement qui est là, qu'il tienne jusqu'aux élections présidentielles pour permettre enfin d'être entendu sur des mesures essentielles à la politique du logement. Le logement, on le voit, il y a un cycle sur l'activité, sur les transactions qui va bien. Par contre, il y a des secteurs en souffrance. La location, la tension locative, on a de plus en plus de mal dans les villes et les grandes villes à trouver des logements. Et puis le neuf, effectivement, une opération immobilière sur 5 qui est arrêtée pour des raisons économiques. La politique du logement, le logement sera au cœur des prochaines élections, notamment municipales, Loïc Quentin. Municipales, ce qui nous effraie, c'est que je dirais que les seules propositions que l'on voit, c'est de retour à l'encadrement des loyers, avec une demande, dans le cadre d'une niche, de vouloir pérenniser l'encadrement des loyers sur toutes les villes, ce qui nous paraît totalement incompréhensible. Je crois quand on voit une ville comme Paris qui perd ses habitants, qui perd 10 000 habitants par an, qu'on a perdu 120 000 en 12 ans, et c'est 65 000 logements libérés, et de propriétaires qui ne veulent plus vendre. Et pendant ce temps-là, on veut encadrer les loyers, alors que c'est un très mauvais signal, et la part du Airbnb ne cesse d'augmenter, elle est passée de 14 à 29% sur une ville comme Paris. Donc si l'encadrement des loyers avait été efficace, on le saurait, ce qui n'est pas le cas. Par contre, ça permet aussi à la ville de Paris d'avoir 120 millions d'euros de plus de recettes grâce aux taxes de séjour payées par Airbnb. Mais ce sera possible de revenir en arrière, notamment de stopper ou de revenir, d'empêcher l'extension de cet encadrement des loyers dans les villes. De toute façon, aujourd'hui, ça dépend du législateur. Je ne pense pas que cette loi aille jusqu'au bout, mais simplement, ça va être un sujet de cristallisation dans les campagnes municipales. Et notamment, je crois que le logement mérite mieux que de restaurer des dispositifs que nous n'avons toujours pas montré leur efficacité et pour laquelle on attend un rapport d'étape qui doit être rendu qu'en novembre l'année prochaine. Le logement, c'est aussi l'emploi, c'est la mobilité, c'est les transports, en fait, c'est l'aménagement du territoire, tout est lié. Oui, tout est lié. Je crois qu'il faut un regard de politique d'ensemble, quoi. Aujourd'hui, on a fait du logement une politique, je dirais, de petits pas, mais plus que de petits pas, c'est une politique qui n'est pas, je dirais, suffisamment programmatique, avec une vision d'ensemble, comment la France va exister demain, 20, 25 ans, et surtout d'avoir de véritables leviers. Vous parliez du locatif tout à l'heure. Quand on a une tension sur le locatif, c'est l'expression que beaucoup de Français n'arrivent pas à accéder à la propriété. Quand on ne peut pas être propriétaire, il y a deux façons de se loger. On est propriétaire ou locataire. Je ne peux pas être propriétaire, je reste locataire. Effectivement, quand l'offre n'augmente pas, il y a une tension. Et quand on ne peut pas être dans le parc privé, on va dans le parc social, qui a aussi les mêmes difficultés, et on crée de la précarité, on crée de l'insatisfaction. Je ne veux pas reprendre un certain propos, mais quelqu'un disait, gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Je crois que c'est très important. Et ça, on l'a oublié. Ça doit faire partie, je dirais, de l'objectif principal de la campagne pour les présidentielles en 2027. Et je peux vous dire que là, la FNIM jouera son rôle, afficher des propositions, un livre blanc pour le logement, avec des propositions percutantes. Il faut changer de paradigme, notamment, et de regard sur le logement en France. Et ça, dans l'intérêt de tous les Français. Un mot sur la rénovation énergétique. On avait évoqué le chantier du siècle. Où en est-on aujourd'hui avec des stop and go ? Au ralenti, je l'ai toujours dit que dans tous les cas, je dirais la rénovation énergétique n'est pas au rendez-vous et dans le timing imposé par les politiques publiques. Ce calendrier n'est pas tenable et on le voit régulièrement. Aujourd'hui, c'est une forme d'embouteillage à la fois dans les copropriétés. On a élaboré des plans pluriannuels de travaux. Les décisions ne suivent pas. Les cabinets aussi d'audit et d'analyse ne suivent pas et les entreprises non plus. Donc je crois que cette rénovation énergétique, elle va demander beaucoup plus de temps. Mais nous, ce que nous reprochons... Faut revoir le calendrier sur la rénovation. Revoir le calendrier, c'est-à-dire, c'est ne pas être... On a surtransposé une directive européenne. Aujourd'hui, l'objectif européen, c'est 2034, décarbonation en 2050, et on a introduit un critère d'indécence au janvier 2025, janvier 2028. On écarte des logements du parc locatif. Comme je le disais, on en manque, on en souffre. Même si on va construire, avec l'effet du statut du bailleur privé dans le neuf, 40 à 60 000 logements,
Nous, à la porte, demain, dans 23 mois, c'est 570 000 logements qui risquent de sortir du parc locatif, frappés d'indécence et interdits à la location. Ça, c'est très urgent et on demande une prise de conscience. C'est très difficile aujourd'hui, dans une France divisée, une France parlementaire qui n'arrive pas à trouver une voie et qui n'a pas de doctrine. En conclusion, Loïc Quentin, les principales propositions de la FNAIM. Je crois que de toute façon, il faut un réveil. Là, on a toujours... on avait fait des propositions, notamment sur la rénovation énergétique, permettre notamment d'introduire un nouveau contrat, la vente en état futur de rénovation énergétique, qui permet d'inclure les travaux de rénovation dans un prix d'acquisition, que le banquier porte son financement sur la totalité et que l'acquéreur ne soit pas confronté. Ça ne coûte rien. Mais même ce qui ne coûte rien ne vaut rien dans la France d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est inquiétant. On avait fait des tas de propositions sur la portabilité. On fera prochainement une proposition innovante sur le financement du logement des Français. Il faut sortir, il faut être innovant, il faut être prospectif. Et il y a d'autres solutions. La portabilité des prêts, on en a parlé. C'est quelque chose aussi qui est tout à fait possible. La suspension temporaire de l'indécence énergétique. Ouais. Alors maintenant, et puis je me bats pour la profession. Au moment même où notre profession fait l'objet d'une attaque sur la discrimination dans l'accès au logement et la part locative, nous ne cessons depuis 12 ans de demander l'application d'un décret sur la formation initiale des collaborateurs qui commencent à travailler. Je crois que ce décret, nous l'attendons, c'est un autre combat. Rien n'est gagné. Pourtant, après avoir mis la France et le gouvernement devant le Conseil d'État, qui a imposé au ministre de publier ce décret, nous l'attendons et je veux aller plus loin, avoir une commission de contrôle. Je l'ai dit, une profession qui se respecte repose sur ses deux jambes, la formation et la sanction. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'avenir et il n'y a pas de politique publique qui soit accompagnée par les professionnels que nous sommes et qui sont des intermédiaires indispensables. Loïc Quentin, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à bientôt pour une prochaine édition du Club FNAIM.